Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si je vous dis mes informations en santé, est-ce que ça vous parle? Alors elle galope plus vite qu'un cheval échappé de son pré, se propage mieux qu'un virus et laisse parfois les professionnels perplexes. Dans cet épisode, on va donc s'attaquer à ce drôle de phénomène avec une invitée qui manie aussi bien les mots que le scalpel ou encore les aiguilles à tricoter, notre consoeur Catherine Bertrand-Ferrandis. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, diplômée de l'ENVT en 2005, j'étais une petite promo en dessous de toi, vétérinaire équine, journaliste de formation, spécialiste de la communication des risques. Ton parcours t'a mené jusqu'à diriger pendant 7 ans la communication de l'Organisation mondiale de la santé animale, rien que ça. Fondatrice d'une entreprise qui accompagne les acteurs de santé pour construire un environnement d'information sain. Auteure, créatrice d'une newsletter, tu incarnes une vision résolument One Health. Tu nous rappelles surtout que nos compétences vétérinaires dépassent largement le cadre de la clinique, à condition de savoir dompter certains de nos travers. Depuis Paris, tu milites pour une information en santé plus juste, plus claire et surtout accessible à tous. On va découvrir comment. D'ailleurs, si tu devais résumer ton métier actuel à un veto praticien pressé entre 2 consultes, tu lui dirais quoi en une phrase ? Oh. Je lui dirais que j'aide à ce que il puisse mieux répondre aux questions de ses patients, enfin plutôt de ses clients, et que ses clients lui posent des questions qui soient plus adaptées à son métier. Donc en fait, à faciliter la communication entre les clients et les professionnels de santé, j'espère. Ah bah super clair. Alors pour comprendre ton cheminement et voir comment tu en es arrivé là, il faut remonter quelques années en arrière. Tu es veto formé à Toulouse avec une spécialité équine. Est-ce que c'était une évidence, ce métier et ce choix d'école? Alors, j'avoue que non. C'était pas une évidence parce que quand j'étais petite, je voulais surtout pas faire de mal aux animaux. Et puis ça s'est déroulé comme ça en fait. Au final, je suis partie sur des études de vétérinaire, en réalisant aussi que c'était pas faire mal aux animaux, mais c'était plutôt les aider. Donc Toulouse, ce n'était pas non plus un premier choix. J'étais de la région parisienne à la base. J'avoue que si on m'avait demandé aujourd'hui, j'aurais mis en premier choix Toulouse, parce que le fait de m'éloigner de la région parisienne était quand même une très très bonne idée. Mais j'avais mis Alfort, comme beaucoup de personnes, en premier. Et par chance, je me suis plantée en chimie organique. Et donc du coup, j'ai eu Toulouse, mais c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. J'imagine que tu as passé des belles années. En tout cas, moi, c'était le cas et je C'est pense clair. que comme on partage la passion de l'équitation, tu as dû te trouver assez contente d'être dans cette école. Oui, surtout que je faisais beaucoup de complets à l'époque, donc j'ai même gagné des championnats de France en complet, et du coup j'ai redoublé aussi à l'école. J'ai pris des options lentes, comme on dit, mais bon, aucun regret, puisque au final, voilà, je suis sortie avec mon diplôme de vétérinaire dans la poche sans aucun souci. Et puis une chouette aventure à cheval, hein, donc en compétition. Mais voilà, c'était il y a bien longtemps maintenant, c'était il y a 20 ans, ça fait peur. Bah, l'équitation, elle a assez souvent fait partie de ta vie. Du coup, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Non, non, non. Non, j'ai arrêté parce qu'à un moment, quand même, je me suis dit qu'il fallait que je termine mes études. Donc voilà, j'ai pris l'option, je vais réviser mon ANAT plutôt que que de continuer à monter à cheval. Par contre, je suis devenue vétérinaire équine, et en fait, j'avais pas besoin d'être sur les chevaux pour apprécier le contact de l'animal. Donc voilà, ça a continué à faire partie de ma vie pendant jusqu'à la fin des années 2010. Et puis par contre, une fois que j'ai été à Paris et puis en bossant à l'international, c'était beaucoup plus compliqué. Donc non, malheureusement, non, les chevaux sont un peu plus loin de moi depuis 15 ans, mais ils sont toujours dans mon cœur.
Ça te manque pas? Alors non, la pratique ne me manque pas. J'ai l'impression de participer en fait à la santé, qu'elle soit animale, qu'elle soit humaine, d'une autre façon, et donc de participer à cette pratique des professionnels de santé, vétérinaires inclus, d'une autre façon aujourd'hui. Donc j'ai pas l'impression de m'être éloignée de mon métier. Les animaux, oui, ils peuvent me manquer, mais il y a d'autres façons de les connaître, de les voir. Et puis j'ai énormément appris. Il y a aucun regret parce que j'ai vraiment beaucoup appris avec la pratique de la médecine équine sur le terrain, notamment pour ce que je fais aujourd'hui. C'est que il y a 20 ans, j'étais déjà confrontée à de la mésinformation, de la désinformation au niveau en arrivant dans les écuries à 25 ans, 50 kilos tout mouillé, à 2 heures du matin pour gérer une colique. C'était un peu dur de faire entendre sa voix et on pouvait pas le faire en frontal. Donc, je pouvais pas le faire en frontal. Donc, déjà à l'époque, je pratiquais des bonnes pratiques que j'enseigne aux autres aujourd'hui. Comment t'as trouvé ton premier poste, du coup, en équine en sortant de l'école? J'ai fait un internat. Alors à l'époque, on n'avait pas le droit d'appeler ça un internat, tu sais, c'était encore l'ancien temps, mais qui était très très bien. Et un vétérinaire de la région m'avait repéré, comme je m'occupais des chevaux hospitalisés, m'avait repéré. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai eu mon premier poste, qui était un remplacement maternité. Ok, super. Et après, t'as enchaîné avec d'autres postes toujours en équine? Alors j'ai fait de l'équine, j'ai fait de la canine, de la mixte, et puis en 2008, pour des raisons personnelles, je suis revenue à Paris. Je me suis installée à Paris et là, on m'a proposé un truc que je ne pensais jamais faire, c'est de rentrer, de prendre un poste de chargée de mission au ministère de l'Agriculture, et en plus sur la protection des végétaux. Donc voilà, je me dis, je n'y aurais pas cru avant d'y être. Mais par contre, ça a été très formateur parce que ça m'a appris déjà à sortir de mon domaine d'expertise, donc de ma zone de confort. Ça m'a appris aussi que j'avais des choses à apporter dans une discussion sur un domaine dont je n'avais pas l'expertise. Notamment, j'ai travaillé sur l'élaboration du plan Ecophyto 2018. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, c'est le plan qui était censé diminuer de moitié l'utilisation des pesticides, si possible, d'ici 2018. On n'y est pas arrivé, mais ce qui était intéressant, c'est que c'était une des premières fois où on avait vraiment tous les acteurs autour de la table, depuis les industries phytopharmaceutiques, donc ceux qui produisent les pesticides, jusqu'aux agriculteurs, tout le panel d'acteurs. Et c'était un plan qui a été écrit en collaboration avec tous les acteurs. Donc je me suis retrouvée à faire ça. C'était passionnant, bien entendu, et surtout, je me suis rendu compte que je parlais la langue ministérielle entre guillemets, et j'étais capable de l'expliquer aux agriculteurs ou aux acteurs de terrain, on va dire, aux acteurs de terrain, et inversement, je faisais le transfert inverse. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à me rendre compte de l'intérêt en fait, de savoir faire cette interface entre le terrain, qu'on connaît bien en tant que vétérinaire, et puis vétérinaire équine, autant te dire que les bottes dans la boue, je connais bien. Et puis un langage plus de santé, santé publique, là pour le coup, puisque c'était pesticides et c'était plus visée humaine, et de santé de population en fait. Donc voilà, oui, ça a été le début de l'aventure, qui me faisait sortir du terrain, chose qui n'était pas prévue à la base. Oui, parce que finalement, c'était pas une vraie volonté de quitter la pratique. Tu aurais pu trouver un poste en canine ou un poste en équine en région parisienne. C'est plutôt une histoire d'opportunité. Oui, et puis la réalité, c'est qu'on s'en souvient pas, mais il y a 20 ans, oui. Un peu moins, un peu moins. Si, il y a ça pique, ça pique. Je comprends. Ouais, ça pique Moi très, aussi. très fort. Ouais, ça pique très, très fort. La réalité, c'est qu'à l'époque, tu venais bosser à Paris, alors c'était avant qu'il y ait toutes les spécialisations, etc. Et tu trouvais des boulots où tu faisais le mercredi, le samedi et les vacances. Mmh. Voilà. Et donc, quand tu as une vie à côté privée qui fait que la personne qui vit avec toi, elle a ses week-ends et ses vacances, il y a C'était pas compatible. des choix à faire. C'était pas trop compatible. Et donc, c'est pour ça que j'avais tenté l'aventure, à la base pour une histoire de confort, je n'avais pas d'enfant, donc c'était vraiment une histoire d'essayer d'aligner des agendas, et puis de faire une expérience parce que j'étais curieuse. Et puis voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça me mène aussi loin. Super.
Est-ce que tu penses que quitter la clinique pour un veto, c'est vécu comme une petite trahison? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que ça peut l'être. Je pense aussi que c'est une prise de risque quelque part, voilà. Hem, mais surtout, et ça, je le vois encore aujourd'hui, les gens te ramènent, enfin les gens autour de toi, que ce soit des inconnus ou des proches, mais on te ramène très, très souvent à la fameuse question: «Mais pourquoi n'es-tu plus vétérinaire?» Mmh. Voilà, donc c'est formulé comme ça Praticien, et ouais. non, 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 on te dit: Non. «Pourquoi n'es-tu plus vétérinaire?» Et Oui, là est l'important et donc tu réponds: «Non, je suis toujours vétérinaire, je le serai toute ma vie». on ne me retirera pas mon diplôme, je l'ai Voilà. gagné durement. Non seulement mon diplôme, mais aussi, tout ce que j'ai appris, toute l'interdisciplinarité, l'intersectorialité qui est ancrée en moi parce que c'est mes études, parce que c'est de là où je viens. Parce que quand tu es vétérinaire, tu ne fais pas seulement attention à l'animal, mais tu regardes son contexte, tu regardes le client, le propriétaire, enfin, l'humain de l'animal, comme on dit aujourd'hui. Mmh mh. Hem qui est à côté. Donc tu as déjà une vision qui est transversale, qui est systémique. J'utilise des gros mots, mais c'est des gros mots qui sont très importants en fait. Donc cette complexité de la santé qui n'est pas seulement individuelle, mais qui est aussi une santé environnement, enfin en prenant en compte l'environnement de l'animal et que ce soit environnement, les personnes dans son environnement, mais aussi comment il vit, ses conditions, etc. Tout ça, c'est ancré en nous, en fait. Et on ne se rend pas compte de la richesse que ça représente quand tu abordes un système complexe, qu'il soit en entreprise ou qu'il soit en politique publique de santé publique. On a déjà ça en tête et on sait déjà le gérer. Enfin, on Mmh. sait déjà le gérer. En tout cas, on a déjà cette sensibilité. Moi, j'ai plutôt vécu le truc inverse, c'est que j'ai mis un peu de temps quand même à me rendre compte que, ce n'était pas tout le monde qui pensait comme ça. Voilà. Oui, parce qu'on est un petit peu Heu, formaté quelque part à raisonner d'une certaine façon et envisager, les problématiques dans un axe, exactement spécifique. et donc du coup, pour revenir à ta question, excuse-moi, je me suis un peu éloignée, mais les gens peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe, ta carrière, peu importe, si tu t'es assis sur les bancs de, l'Assemblée générale des Nations unies à New York, peu importe si tu as voyagé partout dans le monde et cetera, on va toujours te dire: «Pourquoi n'es-tu plus vétérinaire?» Parce que c'est une image d'Épinal et ça, c'est très lourd à porter parfois, pas forcément moi, mais quand même, des fois, ça te ramène toujours à comme si c'était une sorte d'échec ou de trahison, alors que ça ne l'est pas. Alors qu'être vétérinaire, tu peux l'être de plein de façons différentes. Ce n'est pas forcément pratiqué dans une clinique et que tout ce qui est fait à côté aussi, en fait, améliore la pratique dans la clinique. Potentiellement, on peut avoir des retombées positives. Bien sûr. Et c'est pour ça que je disais en intro, même si ma phrase était un peu longue, ce que je pense que ce que je fais aujourd'hui, au final, aide à ce qu'il y ait une meilleure compréhension mutuelle entre les acteurs de santé, dont les acteurs de santé animale, et les patients ou clients en fonction que tu sois, en santé humaine ou en santé animale. En tout cas, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'avoir, cette meilleure compréhension, entre les différents acteurs, par rapport à l'information en santé, surtout avec tout ce qui se passe. Du coup, dans tes différentes missions, tu as été sûrement amené à côtoyer des médecins qui ont fait un peu le même type de parcours. Tu as l'impression qu'ils ressentent aussi ça, le fait d'être un peu stigmatisés parce qu'ils sont plus, «médecins» entre guillemets, praticiens, ou c'est propre au véto? Alors je vis avec un médecin, donc je vois les choses de près et j'en ai côtoyé beaucoup, ouais. Et j'en côtoie encore beaucoup et déjà, il y a un truc qui est très franco-français, en fait, de la différenciation entre les médecins et les vétos. Je le retrouve beaucoup moins au niveau international. Mmh. Il y a une reconnaissance du vétérinaire, qui est, intrinsèque et puis il y a moins les questions de, les guéguerres entre, qu'il peut y avoir entre le milieu médical et le milieu, vétérinaire en France, donc à l'international. Les médecins, oui, bien entendu, ça leur arrive. Après, la fonction de médecin de santé publique est plus connue et puis on voit plus de médecins, en fait, en politique ou plus de médecins, dans les médias et donc entre guillemets, «les rôles modèles», sont plus évidents Mmh. que dans le monde vétérinaire et tu vois, je le tournerais plus dans ce sens-là, c'est qu'on est plus habitué à en voir et donc du coup, bah, de fait,
autant les médecins savent que c'est une possibilité de faire ça, enfin de faire autre chose, donc ils se le permettent. Et d'un point de vue sociétal, c'est beaucoup plus Admis. enfin c'est beaucoup plus accepté. Oui, oui, c'est plus naturel. Voilà, Ouais. c'est moins. Donc euh, je sais que beaucoup continuent à pratiquer à côté, ce qui est peut-être moins évident quand t'es vétérinaire. Enfin, en tout cas, moi, à un moment, j'ai plus pu. Au début, je l'ai fait et puis j'ai plus réussi au bout d'un moment. Euh, voilà. Je n'irai pas plus loin sur le sujet. Non, non, mais c'est très clair, mais c'est toujours intéressant de faire des parallèles avec Ouais, les bien autres sûr. professionnels de santé parce que parfois, soit on trouve des éléments de réponse, soit on trouve des choses qui sont convergents et qui permettent aussi d'illustrer le propos d'une autre façon et d'apporter un éclairage un peu différent. Mais Ouais, c'est je bien pense en parce que tout cas. toi, comme tu es dans le côté très transversal de la santé, sûrement aussi que ça apporte des éléments de réponse différents auxquels, en tout cas, les vétérinaires ne sont pas toujours exposés. Ouais, Typiquement sur dans l'environnement ou la santé humaine ou des choses comme ça. Donc ça peut être parfois vraiment chouette d'avoir ce son de cloche là ouais, pour aussi soit se rassurer, soit trouver des réponses aussi parfois. ouais, t'as raison. Euh, Ce que je peux dire, c'est que bon, déjà à la base, on est tous des humains, donc on a tous, voilà. Moi, je pars du principe, j'ai toujours bossé avec les médecins comme si c'était des vétérinaires et inversement. Mmh. Mais on est souvent surpris par à quel point nos avis viennent un peu les challenger sur certaines choses et bénéfiquement, enfin avec où les discussions sont intéressantes du coup. Euh, et comme je disais un peu plus tôt dans la discussion, je pense qu'il est important de se rendre compte de ce que nous on a ancré en nous et qui peut enfin être différent de ce qui existe en médecine humaine, parce que ça permet en fait d'adapter notre interface, enfin de mieux comprendre ce qui se passe en fait dans la discussion avec nos confrères et consoeurs de santé humaine, et comprendre de là où ils viennent et de là où nous on vient en fait, hein, et trouver un terrain d'entente dans la discussion, en tout cas des bases communes de discussion. Donc déjà avoir en tête cette notion que nous, à la base, de toute façon, on a cette notion de transversalité qui est quand même très très ancrée, euh, et que eux ont moins de par leurs études, mais aussi de par le système et puis le remboursement, etc. Et cette médecine très individuelle en fait qui est mise en place à la ville, même si ça évolue, etc. Et que les jeunes générations sont je parle comme une vieille, que les jeunes générations sont beaucoup plus éveillées à tout ce qui est une seule santé Mmh. et donc sont beaucoup plus dans l'échange sur ce sujet, et puis parce que la société le demande aussi. Mais il y a vraiment ouais, on a plein de ponts encore à créer et qui sont créables si, enfin qui sont totalement, qui peuvent même être assez naturels, en comprenant un peu les différences qu'on a entre nous, Mmh. du fait de comment on travaille en fait dans notre pratique vétérinaire, quand on est praticien, du coup, ou praticien médical, médecin, praticien, et voilà. Mais ils essayent de garder un pied dedans, ce qui est ouais, ce qui est quelque chose que je peux conseiller. Même si moi je l'ai pas fait, ça peut être une bonne chose quand on a fait de la pratique, qu'on aime ça et voilà, s'aménager le un jour par semaine où on Mmh. continue, ou 2 jours par mois, même si c'est un samedi, où on continue à aller pratiquer, si on en a besoin et si c'est possible, hein, bien sûr, ça peut être bien. Super. Alors quitter la clinique, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça veut pas dire quitter la santé. Chez toi, Voilà. ça s'est matérialisé par des combats sur un autre terrain, celui de l'information. Alors, tu t'es formé au journalisme. Là encore, c'était une volonté, une opportunité? Non, c'était une vraie volonté. Ouais, On va dire que c'est ma crise de la trentaine. Non, mais en plus j'avais 30 ans, donc tu vois, c'est parfait. je refais un autre switch à 40, donc quelque part il y a un truc avec les dizaines. J'attends les 50 avec impatience. Heu, mais non, à 30 ans, en fait, en sortant du ministère, je suis vraiment, j'avais très envie, en fait, je m'étais pas forcément rendu compte avant, mais j'avais très envie de cette notion d'information, de transmettre, aux gens, heu, d'un point de vue large. Et ce qui était important pour moi, c'est d'essayer de transmettre la complexité. Donc d'essayer de présenter, de faire une information qui permette à la personne non de voir le gris, c'est-à-dire de ne pas avoir une information qui soit blanche ou noire, mais plutôt une information assez neutre pour leur permettre de faire leur choix
de façon éclairée. C'est très utopique, hein, quelque part comme ça, mais c'est pas grave, il faut C'est l'utopie dans louable, la c'est vie. louable. Oui, non, 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 mais il en faut, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Ça, c'était en 2010, hein, donc il y a un moment, et je me souviens de m'être confrontée à un milieu du journalisme qui était très dans il faut sortir l'information. C'était la course contre les réseaux sociaux à l'époque. C'était la découverte de l'immédiateté d'information, de la remontée d'informations, le transfert d'informations, etc. Donc on va dire, j'étais un peu en retard par rapport à ce qui se faisait avant, où on avait vraiment de l'expertise profonde dans les journaux, et un peu trop en avance par rapport à ce qu'on demande aujourd'hui. Oui, il y a un peu un entre-deux. Voilà, j'étais un peu entre deux. Mais j'ai travaillé, et puis c'était super, hein, j'ai fait 3 ans dans la presse vétérinaire. J'ai dirigé un petit journal, peut-être que certains s'en souviendront, qui s'appelait VetLife, hein, et qui était un mensuel qui était dédié à comment est-ce qu'on communique avec les clients, et on communique au sein de la clinique, et puis comment est-ce qu'on gère une clinique. Donc tous en fait les aspects humains et sociétal, et un peu d'entrepreneur de la clinique vétérinaire. Donc voilà. Et puis après, je suis partie, on est venu me chercher pour diriger la communication de l'Organisation mondiale de la santé animale. Est-ce que tu as appris des choses nouvelles sur les vétos en les observant et en les racontant différemment? Quand j'étais journaliste? Ouais. Est-ce que tu as vu ça d'une autre façon ou finalement ça n'a fait que Non, conforter ce que tu as expérimenté? non, 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 j'en ai de très bons souvenirs. C'était la période où on avait le début des spécialistes, la difficulté de trouver un contrat d'entraide, on va dire, hein, entre alors je sais pas si c'est les bons mots aujourd'hui dans la profession vétérinaire, donc toutes mes excuses d'avance, mais entre vétérinaire généraliste, on va dire, et plus vétérinaire Spécialiste? avec une spécialisation. Mais à l'époque, c'était vraiment le tout début, quoi. C'était voilà. C'est fou de se dire que ça a été aussi vite, en fait. Et puis c'était avant les chaînes, c'était avant tout ça. Donc non, c'était intéressant de voir comment a évolué la profession, et puis surtout je trouvais qu'il y avait quand même une vraie volonté de s'améliorer en termes de management, de s'améliorer en termes de communication avec la patientèle clientèle. Il y avait une recherche, enfin en tout cas une demande des vétérinaires sur ce sujet-là, que je trouvais intéressante. Donc non, je suis restée quand même positive sur ma profession. Ah oui, non, c'était pas une incitation à découvrir des choses négatives. C'était plus, est-ce que le regard Non, non, change non. quand on observe, on est un peu observateur extérieur, mais super. Non, c'est surtout une énorme chance de pouvoir aller discuter avec plein de vétérinaires, d'être beaucoup plus dans l'échange en fait en fait, le fait de revenir de façon transversale dans sa propre profession, à la fois moi par exemple, je ramenais un regard qui était un peu différent, j'avais vécu d'autres choses, etc. Donc je ramenais une richesse de discussion, de vue de ce que j'avais fait, et le fait de pouvoir rentrer de façon transversale avec un autre positionnement que vétérinaire praticienne, ça me permettait de découvrir la richesse aussi de tous les différents praticiens, parce que j'en voyais plein. Et j'échangeais avec plein de gens différents, beaucoup plus que ce que j'avais pu faire quand j'étais praticienne et dans ma clinique, quoi. Enfin, même si j'ai jamais eu de clinique avant, moi, j'étais salariée, mais voilà. Donc c'était riche dans les deux sens, et c'était chouette. Est-ce que le fait de diriger ce magazine professionnel Veto, ça a été un peu le lien ou le moyen de faire la continuité entre médecine, information, pédagogie, cette espèce de chaînon manquant qui te permettait, grâce au journalisme, de basculer réellement vers ta deuxième moitié de parcours en fait, hein, une fois que tu as arrêté la pratique? Oui, oui, oui. C'est le C'est le moment où je suis passée plutôt dans l'information. Déjà, c'est le moment où je me suis mise à écrire autre chose que des notes ou des Ouais. devoirs, parce que Ou des parce que le ordonnances? ministère ou des ordonnances, ouais. Ouais, c'est quand même moins long qu'une note au C'est ministre, ça. quoi, mais voilà, ou des éléments de langage. Mais non, en fait, j'avais jamais rien écrit de fait. Enfin, j'avais pas été journaliste du journal de l'ENVT ou quoi que ce soit. C'était jamais quelque chose que j'avais fait, donc c'était déjà une découverte de voir que ce que j'écrivais pouvait intéresser. Ouais. Des petites découvertes comme ça qui soient importantes. C'est pas forcément évident.
tu vois. Donc ouais, non, c'était un chouette moment, voir que j'étais capable de le faire, que les gens redemandaient à ce que je le fasse et puis qu'on me confiait des responsabilités de plus en plus sur le sujet. Donc non, ça a été un tournant et puis c'est ce qui m'a amené à être repérée puisque j'avais mis une carte de plus en fait. J'avais la carte vétérinaire praticienne, enfin terrain, le ministère et puis le côté journalisme. Et donc assez naturellement après je suis passée dans le monde de la communication. D'accord, ouais. Alors informer, comme tu viens de le dire, c'est déjà une forme de responsabilité finalement, hein. Oui. Mais ton parcours, il va t'emmener là où l'info devient un gros enjeu. Alors on peut dire multiple, hein, d'enjeux, ça peut être politique, ça peut être sanitaire. Pour qu'on comprenne mieux, nous, justement, les enjeux de la communication institutionnelle en santé animale et en santé humaine d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on communique en contexte sensible, j'entends. Par exemple, à l'OIE, tu as dirigé la communication pendant plus de 7 ans. Quels étaient les types de défis ou les défis spécifiques quand on va parler de santé animale à l'échelle mondiale? Parce que c'est pas pareil Alors que d'écrire un petit article, ou d'écrire dans un journal, si tant est que sa diffusion soit large. Là, on passe, un cran au-dessus quand même. Alors, il y en a, c'est un peu multifacteur, mais je vais essayer de te résumer ça. Donc, l'Organisation mondiale de la santé animale, donc anciennement Ah oui, OIE, ouais. aujourd'hui OMSA. Ils ont changé d'acronyme, enfin ils ont mis en ligne l'acronyme, avec le nom. Donc c'est une organisation intergouvernementale et le fond de son travail, c'est de créer des normes sur la santé animale, donc des normes pour tout ce qui est échange d'animaux et puis protection, encadrement des maladies, donc le fait qu'elles ne se dispersent pas, qu'elles se Diffuse pas, ouais. diffusent pas, merci, entre les différents pays, et qu'elles soient contrôlées dans les pays, surveillées, contrôlées. Il y a tout ce qui est normes de qualité des services vétérinaires et normes de bien-être animal aussi. Donc c'est 3 gros volets. Donc on parle de normes internationales qui sont votées et qui sont adoptées par 194 pays. Pays, oui. Voilà. Ça fait beaucoup de monde quand même. Ça fait du monde à mettre Voilà, d'accord. ça fait du monde. Exactement. Donc moi, quand je suis arrivée en 2013, il y avait plus d'équipe. Ils venaient de recruter quelqu'un, mais il y avait quasiment plus d'équipe. Enfin, du coup, on était 2. Et le challenge, c'était comment est-ce qu'on arrive à communiquer sur ces sujets qui sont assez sensibles en étant basé en France, mais en traitant sur des notions internationales. Donc comment est-ce qu'on communique ce qu'on fait? Par exemple, je te prends l'exemple du bien-être animal, enfin du Oui. welfare. Quand tu as des événements qui se passent en France sur le bien-être animal, les normes françaises, sanitaires françaises, sont d'un niveau généralement bien supérieur, si ce n'est égal, mais au moins égal et souvent bien supérieur aux normes internationales. Puisque les normes internationales, encore une fois, ça doit être voté par 194 pays. Donc, Oui, dans le donc monde, forcément, elles en sont termes de bien-être animal, on est quand même pas mal placé. mmh. On est même plutôt très bien placé. Donc la première des difficultés, c'est d'arriver à remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que quand un journaliste t'appelle parce que, j'en sais rien, il y a eu un scandale sur l'écrasement des poussins ou ce genre de choses, tu dois réagir par rapport aux normes internationales et replacer dans le contexte en disant, si tu as la question par exemple, pourquoi est-ce que vous n'interdisez pas ça? Et ben tu dois Mmh. expliquer comment c'est fait, pourquoi est-ce que ça avance, ce genre de sujet avance plutôt doucement, et puis remettre en avant qu'en fait en France on est quand même plutôt bien lotis, enfin ce genre de choses. Donc vraiment la notion de recontextualiser l'information qui parfois peut être assez sensationnaliste, ou en tout cas toujours cette notion de blanc et de noir, tu sais. Tu présentes avec un angle, tu as ton parti pris souvent quand tu présentes. Donc c'est remettre ce contexte-là, ce qui fait que souvent on n'était pas cité en fait, parce que les journalistes m'appelaient et puis je leur expliquais Ils reprenaient je un voyais bien peu qu'ils le discours à leur compte, quoi. Mmh. ou alors en tout cas, du coup, ça leur donnait une balance dans la façon dont ils voyaient la chose, donc ça les aidait à améliorer leur angle, ou en tout cas à le faire évoluer. Et tu voyais bien dans l'article, à la fin, en fait, tu avais quelque chose qui était plus tempéré ou qui mettait bien en avant la façon dont c'était
c'était organisé, mais voilà, t'étais pas forcément cité. Donc c'est toute cette balance-là d'être à la fois visible, sans te retrouver dans un vortex en fait sensationnaliste dans lequel tu ne veux pas être. On n'avait pas un gros budget du tout à la com, donc c'est tout ça en étant en étant une petite équipe. À la fin, on était 12. Il y a tout ce qui est communication aux vétérinaires et à tous les acteurs de la santé animale à l'international. Donc là, la difficulté. Alors, du coup, tu as énormément de sujets à traiter. On est plutôt sur du vétérinaire, oui, un peu de tout type, mais plutôt du vétérinaire de santé publique, mais santé publique vétérinaire. Mais de toute façon, on communiquait avec généralement avec tous les vétérinaires. On décide d'adapter le contenu qu'on faisait pour ça. Après, quand tu communiques à l'international comme ça, tu es obligé d'adapter aux sensibilités, de faire attention vraiment à l'interculturalité, parce que ton objectif, c'est que tes recommandations ou tes messages soient entendus, soient utilisés et potentiellement aient un impact. Et ça ne peut Bien sûr. pas l'être si tu arrives en contraire à la culture. Ça, c'était super intéressant. Et moi, la grosse partie, c'était, encore une fois, on est il y a 15 ans et à l'époque, il y en a peu aujourd'hui, mais il y en avait encore moins à l'époque, de communication, de formation à la communication. Et OK. donc, il y avait un vrai challenge de former les services vétérinaires un peu partout dans le monde à la communication et la communication des risques en particulier. Comment communiquer les risques de santé avec la population, avec donc les Mmh. les 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 autres acteurs des agriculteurs, filières. éleveurs, Mmh. voilà, mais éleveurs, les gens de terrain, et Mmh. cetera, et les autres acteurs de la filière et aussi le grand public en cas de crise ou en cas et puis de préparer la crise, c'est toujours pareil. Justement, au moment où on enregistre, la dermatose nodulaire contagieuse Ouais. fait grand bruit, ça met à mal pas mal la profession. Hem, Beaucoup incriminent des problèmes de com, d'ailleurs. Comment, rendre accessibles des informations scientifiques complexes à des publics aussi variés qui vont, des professionnels, comme tu l'as dit, des éleveurs, aux décideurs politiques, en passant par le grand public? C'est une bonne question. Alors, en fait, on a tendance à voir la communication comme quelque chose de très descendant, premièrement. Heu, on va expliquer aux gens. Mmh. Voilà, c'est one way. On a encore beaucoup tendance à faire ça et même si on essaye de faire évoluer les choses, c'est très compliqué. On a aussi tendance à réagir sur la communication, sur ces sujets complexes, uniquement en cas de crise, À qui chaud. est le moment, voilà, qui est le moment où le cerveau humain n'est pas capable de gérer la complexité. Mmh. Donc, c'est un peu problématique. 3, on a généralement des acteurs de santé animale qui sont très peu formés sur la communication. Alors que ça devrait être, et ça, la communication de santé publique, donc la communication de dynamiques complexes et qui peuvent soulever, qui peuvent amener à une utilisation politique et qui touchent souvent une notion tellement sociétale que ça en devient très facilement politique. C'est quelque chose qui est très peu, que les gens oublient complètement de faire la plupart du temps et qui demande vraiment d'aborder le sujet en situation de calme, en situation où les gens sont capables de D'entendre. d'absorber, oui, d'entendre et puis d'absorber en fait la complexité et de se former quelque part à comprendre l'information, à voir la manipulation d'informations, à détecter ce genre de choses et puis à comprendre certains mécanismes. Pourquoi est-ce qu'on vaccine? Pourquoi est-ce qu'on abat? Pourquoi? Et à discuter calmement aussi de certains mécanismes de comment dire? De gestion des maladies qui peuvent poser question et c'est logique. Aujourd'hui, la science dit que c'est la meilleure façon de faire pour arrêter la maladie, heu, mais ça, il va falloir l'expliquer parce que c'est très facile de dire, enfin, il faut pouvoir l'expliquer, mais tu
tu l'expliques en plein milieu d'une crise où en fait Il y a de les paroles l'émotionnel en politiques, plus. il y a énormément d'émotionnel, les Ouais. paroles politiques ont pris le dessus des médias, sans parler de tout ce qui est dynamique de désinformation pour le coup, c'est-à-dire vraiment les bots russes qui viennent pousser les narratifs de déstabilisation sociétaux, etc. Parce que les agriculteurs dans la rue en France, c'est quand même c'est du pain béni pour Oui. en termes de géopolitique. Hein. On a Oui, quand bien même sûr. voilà, c'est La il y a réappropriation finalement et de la manipulation. exactement. C'est de la manipulation pour des fins politiques et géopolitiques. Donc cette problématique-là, en fait, on ne peut pas la gérer, on ne peut pas demander aux gens, si on ne leur explique pas la complexité en dehors des moments de crise, on ne peut pas leur demander de bien réagir pendant la crise. Et ça, on a tendance malheureusement, on dit toujours que on va apprendre des crises, mais la réalité, c'est que à la fin des crises, tout ce qui a été mis comme fonds et comme budget pour aller gérer ce genre de problématiques quand on est dans le chaud, ils fondent comme au soleil et ils disparaissent et il y a plus personne pour venir faire du travail de fond qui prépare la prochaine crise. Alors, on peut penser qu'on a appris de la pandémie, j'en suis pas si sûre, malheureusement. Mais il y a un vrai travail de communication de santé publique à faire et on commence à s'en rendre compte. Mais ça demande énormément de travail et c'est chacun à son niveau en fait. C'est toujours pareil dans un système quand tu as des rouages, il faut que chacun des acteurs mette sa petite pièce pour que ça puisse fonctionner et que ça tourne au final. Donc il faut que les acteurs de santé sachent communiquer et comprennent les mécanismes de communication et les mécanismes comportementaux en face, donc leurs propres mécanismes, parce qu'on est aussi des humains, et aussi ceux d'en face pour pouvoir s'y adapter. Et il faut que les interlocuteurs, que ce soit l'agriculteur dans le cadre de la dermatose ou le grand public, comprennent les mécanismes aussi de manipulation d'informations et d'influence, etc., pour pouvoir être plus résilients et parfois ne pas tomber pour une manipulation d'informations qui joue sur leurs émotions ou qui joue sur sur une simplification des idées qui est irréaliste. Et globalement, tu dirais que cette communication ou ces moyens de communication, ils sont sensiblement identiques ou assez différents en fonction des publics auxquels vous vous adressez? Alors, on est tous humains, je rappelle. Donc, il y a une base qui est identique. Ouais. Il y a une base qui est identique et les mécanismes sont quasiment toujours les mêmes. Hein. La première des choses, c'est si tu parles de manipulation d'informations, c'est déjà d'avoir une littératie assez importante en sciences pour comprendre rien que la base de la méthode scientifique. Ouais. Ça t'aide énormément à comprendre plein d'autres choses. Hein. Pourquoi est-ce que le fait que Tata Simone a pris une gélule de tel complément alimentaire, non, c'est pas parce qu'elle a l'impression d'avoir une plus belle peau que tout le monde aura une plus belle peau avec cette tu vois, ce genre de truc, enfin, l'expérience personnelle ne fait pas foi pour Vérité, voilà, vérité générale mais rien que ces petites choses-là, en fait, si on avait un effort d'éducation dessus, ce serait et ça, c'est pas seulement l'éducation nationale qui doit le faire, en fait. C'est passer ce message-là régulièrement pendant les consultations, pendant à plein de moments différents de la vie du système de santé, qu'il soit animal ou qu'il soit humain. Ça permet en fait de préparer au moment où les gens à repérer en fait ces petites erreurs, on va dire, qui sont somme toute des erreurs bienveillantes, qui sont pas méchantes. Tata Simone, elle a envie que tu aies une belle peau. c'est pas mal Voilà, intentionné, mais pour autant, voilà, exactement. ça a pas. Donc il y a cette notion d'éducation, il y a le fait de se comprendre et comprendre le cerveau de l'humain, donc tout ce qui est biais cognitifs, tout ce qui est biais comportementaux, tout ce qui est sciences comportementales qu'on a longtemps mis de côté et considéré un peu comme des sciences molles, etc., mais qui déterminent en fait le comportement humain. Donc si les acteurs de santé, Veto compris, étaient formés non pas au marketing, c'est-à-dire vendre un produit ou vendre Un service. diagnostic ou un service, voilà, mais formés à comprendre comment est-ce qu'on fait adhérer
non seulement des patients, enfin des clients, mais plus largement des communautés, on va dire, de personnes à Une une idée, certaine idée de la médecine mmh. vétérinaire et de la science du coup qui est derrière et en les aidant à comprendre comment faire confiance à l'information, à quelle information faire confiance, et cetera. Mmh mh. Faire le tri par eux-mêmes. Ça permettrait déjà que, en tant que professionnel de santé, tu te sentes mieux dans tes relations aux autres, parce que c'est pas toujours facile, hein, quand tu es, professionnel de santé. Il y a une grande souffrance qui se met en place, de l'incompréhension qu'il peut y avoir, enfin et de la mauvaise communication qu'il peut y avoir avec les clients, ou patients. En même temps, de mieux comprendre et donc de mieux accompagner, ce qui se passe en face chez, ton interface. Donc Mmh. ça vaut, en fait, pour l'éleveur comme, pour, le Le propriétaire, de politique, chihuahua, quoi. mmh. Comme le Mmh. politique et le Aussi. politique, c'est encore autre chose puisque, il y a toute une dynamique de comment est-ce qu'on transfère mieux la science au politique, ce qui est à la fois alerter sur les dangers, mais bon, ça, c'est pas toujours entendu, et en même temps leur amener ce dont ils ont besoin, ce dont ils peuvent se servir, en fait, leur montrer l'intérêt qu'il y a pour eux d'utiliser ce qu'on leur apporte. Mais Mmh. ouais, c'est encore un autre sujet, ça. Ouais. Est-ce que c'est pendant cette période à l'OMSA, que tu prends réellement conscience du pouvoir de la communication, mais aussi, de ses risques? Oui et non. Je pense que j'en ai toujours été consciente. Ouais. Je pense que je vais revenir à mon écurie, à 25 ans, à 2 heures du matin avec ma colique, Mmh. dans le box. Tu le sais, hein, de toute Mmh. façon que l'information, et la communication, c'est très, très puissant. Hem, je pense que j'ai pris conscience, des limites de la communication. D'accord. Des limites de la communication parce que si tu communiques, tu as beau avoir la meilleure communication de santé, possible, si tu n'as pas le service et l'expérience de service qui va avec, en fait, on ne te fait plus confiance. Ça se concrétise pas, ouais. Heu, voilà. Donc c'est toujours pareil, tes paroles doivent correspondre à tes actes. Et c'est pour ça que pendant très, très longtemps, il y a eu, vraiment une grande, une sorte de mur entre, les sciences, les scientifiques et la communication, comme si la communication c'était sale. Sauf que moi je considère j'ai jamais fait de communication, pure, on va dire, enfin communication dans le sens corporate, j'en ai fait Ouais. bien entendu à l'OIE, mais j'ai toujours fait plutôt de l'information, heu et de l'information le plus possible, non biaisée ou en tout cas le plus possible, qui soit neutre, sur les sujets et non, «partisane» entre guillemets, donc la communication, ça a ses limites parce que, dans le cadre, d'une organisation ou dans le cadre d'un système, tu peux très vite te retrouver, à perdre la confiance parce que ça suit pas derrière en termes Mmh. de service. L'information, c'est quelque chose qui est, beaucoup plus, on va dire, difficile à faire parce que, tu vas moins jouer sur un besoin immédiat ou donc c'est plus compliqué que quand tu joues sur un besoin immédiat comme sur du marketing où tu vas chercher ce dont les gens ont besoin ou ce qui va Mmh. créer de l'émotion et puis tu vas appuyer sur le bouton, quoi. Donc voilà, il y a une limite de la communication, sur l'impact, j'entends, l'impact réel sur les comportements et la difficulté d'aller faire une information sur quelque chose de complexe. Mais c'est aussi passionnant, du coup, parce que, c'est sociétalement, très, très bénéfique, donc voilà. Ouais, super. J'espère que c'est pas trop compliqué la façon dont je le présente, mais Non, au contraire, je pense que ça clarifie pas d'accord. mal de choses parce que ça regroupe des notions qui sont quand même très très vastes. D'ailleurs, on va en parler d'une en particulier parce que tu as évoqué tout à l'heure, le Covid. Alors c'est vrai qu'avec la pandémie, le grand public a découvert un autre mot, alors un gros mot, l'infodémie. Est-ce que, tu peux nous dire, en quelques termes, finalement, ce que regroupe ce concept?
L'infodémie, c'est l'idée du bombardement d'informations auxquelles on est tous soumis, qui sont des informations de qualité très variable. Alors on parle beaucoup de la désinformation et de la mésinformation, mais en fait, il y a plein d'informations qui nous arrivent tout le temps, et donc faire le tri, c'est très compliqué. Et la notion d'infodémie, c'est que ça se diffuse très rapidement et ça intervient surtout en temps d'épidémie ou de crise, parce que là, tout le monde se focalise sur un sujet. Et la problématique de cette infodémie, c'est qu'elle vient malheureusement souvent freiner ou diminuer l'adhésion à des politiques de santé publique. Et la dermatose, par exemple, c'est un exemple en ce moment où du coup l'infodémie qu'il y a dessus fait que plein d'acteurs rentrent là-dedans, tu sais pas trop ce que tu racontes, enfin voilà. Et voilà. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus, et c'était pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire. Moi, après 7 ans à l'OIE, du coup, à l'OMSA, et avoir formé un peu les services vétérinaires partout dans le monde et tout, j'avais bien conscience de cette limite de la com. Et c'était intéressant pour moi de rentrer dans la dynamique d'infodémie. Donc, j'ai travaillé avec l'OMS là-dessus, parce que c'était une vision systémique. La communication, c'est un des outils pour gérer l'infodémie, mais ça doit aller avec l'accès au service, avec la façon dont est délivré le service, avec la façon dont on présente les recommandations sanitaires, etc., etc. Tu vois, c'est entouré dans un système. Et cette notion systémique est assez passionnante, complexe, mais passionnante. Complexe. Est-ce que tu as l'impression que l'IA accentue ce phénomène? Alors, oui, parce que ça accentue la rapidité de production de contenu, et de contenu qui n'est pas fiable. Alors, il n'est pas toujours faux. Il est souvent tronqué ou décontextualisé, et puis surtout très facile à créer. Et les gens oublient de checker. Derrière, la mésinformation, c'est quand tu crées ou tu transfères une fausse information sans vraiment savoir qu'elle est fausse. Et en fait sans malveillance ou sans volonté voilà, de nuire ou de manipuler. Oui, ce qu'on va distinguer de la désinformation, où il y a une réelle volonté de véhiculer une information fausse. OK. C'est ça, et d'influencer de façon voilà. Donc la mésinformation, on en fait tous un peu. Alors il y a un peu la zone d'ombre entre les deux, bien entendu, la zone grise entre les deux qui existe, c'est sûr. Mais bon, donc l'IA en fait, crée de la mésinformation de façon super facile. Je te donne un exemple. On vient de publier ce livre blanc dont on va reparler dans 2 minutes, teasing. Dedans, il y a des chiffres, il y a des pourcentages, il y a un baromètre, un sondage, etc. Et j'ai vu apparaître des posts de gens qui relayaient en fait notre livre blanc avec une volonté de le mettre en avant et tout ça. Et donc, c'était totalement bénéfique, sauf qu'ils avaient utilisé l'IA. Et genre, par exemple, je te donne un exemple de chiffre, 2 femmes sur 10 se pensent complètement informées sur leur santé, devenez 8 femmes sur 10 ne pensent pas être assez informées sur leur santé. C'est malin. Sauf que c'est pas vraiment la même chose. Mais tu vois, ça n'est pas pareil. Voilà, sauf que la façon dont les chiffres sont tournés, voilà, crée la mésinformation. Donc tu te retrouves à faire corriger des choses qui auraient pu être corrigées à la base si les gens avaient checké et qu'ils avaient corrigé. Ouais, vérifier les sources. Voilà. Ou juste vérifier. Là, potentiellement, elle a juste passé, la personne a juste passé le truc dans l'IA et a pris ce que sortait l'IA et s'est dit oui, ça ressemble. Voilà. Donc, c'est à nous, à chacun d'entre nous, de se dire waouh, voilà, ça peut me twister complètement un chiffre, à moi de le vérifier. Et du coup, ça correspond à quoi le quotidien d'une infodemic manager? Ah non, moi je forme surtout. Je crée des formations aujourd'hui. Donc ma société aujourd'hui, je fais du conseil en communication, plutôt de santé publique du coup, et de la formation d'acteurs de santé publique un peu partout dans le monde. Donc je travaille beaucoup avec les organisations internationales. Donc soit à la gestion d'infodémie, donc leur permettre de comprendre les mécanismes, d'avoir les clés d'action pour pouvoir agir en tant qu'acteur de santé publique, et puis aussi sur tout ce qui est engagement communautaire, communication des risques, qui est la base de ce que je fais. Et moi, ça se traduit à avoir créé une newsletter pour les acteurs de santé,
qui veulent justement créer de la bonne information et qui donnent les clés de comment est-ce qu'on évite de créer de l'infox, comment est-ce qu'on la repère, comment est-ce qu'on aide sa patientèle ou sa clientèle à la repérer, les biais cognitifs, ce genre de sujets. Du coup, les clés de l'info santé, ta newsletter, elle a réuni rapidement plusieurs milliers d'abonnés. C'était quoi ton objectif initial avec cette newsletter? C'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'il manque cette formation auprès des acteurs de santé, alors professionnels de santé, vétérinaires et acteurs de santé au sens plus large. Au sens large, ouais. Ouais, cette formation à la communication, tout simplement, à l'information sur la santé et au risque de mésinformation qui vont avec. Parce que tout le monde a accès aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde présente des chiffres, tout le monde fait du contenu sur LinkedIn, Instagram, bidule ou truc, mais sans la formation en fait de base et sans savoir vérifier son information pour éviter de créer de la mésinformation, de l'infox en santé. Et donc si déjà nous, les acteurs de santé, on est formés à ça, on sait gérer, donc on sait produire de la bonne information, mais aussi réagir à une Aux infox, réponses, ouais. voilà, aux réponses, enfin répondre de la bonne façon, ne pas y aller en frontal, ne pas créer du conflit en fait avec la personne qui est en face de soi, se sentir à l'aise dans ces discussions qui nous emmènent sur des travers des fois auxquels on n'est pas préparé. Je pense que c'est très important et ça je ne le trouvais pas. Et donc l'idée de la newsletter, c'était de C'est mettre à parti de là. disposition tout ce que moi j'ai appris en fait depuis 15 ans, de le mettre à disposition de mes concitoyens acteurs de santé animale ou humaine en France. Et ça a l'air de plaire, donc c'est chouette. Oui, parce qu'en plus, enfin, on le voit encore même aujourd'hui, hein, pour avoir déjà eu l'occasion, de recevoir des vétérinaires qui communiquent beaucoup, ils vont tous dire à peu près la même chose, c'est qu'il y a certains sujets très touchy sur lesquels il faut mieux pas aller parce qu'ils savent pas gérer, typiquement l'alimentation ou des choses comme ça où vraiment ça peut déclencher, des débats très houleux. Et ils vont tous avoir, unanimement, peu de velléité à se lancer dans ce genre de C'est ça. discussion parce que finalement c'est à la fois très clivant et à la fois peut-être que comme tu le dis, ils n'ont pas les connaissances ou les compétences pour gérer, l'après, communication. En tout cas, il y a des méthodes, et il y a des possibilités de guider la discussion pour qu'elle ne soit pas conflictuelle. Et donc d'approcher la discussion de façon non conflictuelle et de désamorcer potentiellement le conflit qui pourrait vouloir être mis par la personne en face. Quand on comprend les mécanismes de désinformation ou de mésinformation, c'est beaucoup plus simple en fait de les Ouais. appliquer, ces bonnes pratiques. Et l'idée est là, en fait, c'est de pouvoir donner cette aisance en fait dans l'échange aux acteurs de santé pour qu'ils puissent mieux informer sur la santé et garder surtout la confiance et le contact avec la patientèle ou avec la clientèle en fonction de ce qu'on est comme professionnel de santé. Mais c'est hyper important aujourd'hui, c'est vraiment central, c'est essentiel. Si on perd ça, au fur et à mesure, on va avoir des polarisations dans les débats et on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. En fait, c'est totalement politisé la notion de science et la notion de santé. On voit ce qui est en train de faire RFK avec le CDC, c'est une catastrophe. Mmh. Et ça s'appuie sur le fait que à un moment il y a peut-être un coche qui a été loupé d'éducation, de littératie, d'accompagnement dans un nouvel environnement d'information qui est complexe, mais horizontal. Tout le monde a accès à l'information. On va pas revenir en arrière. C'est génial d'un côté, c'est extraordinaire en fait. On a une chance incroyable. Inouï, C'est mais juste que ça a en, aussi des en tant travers. qu'acteur de santé, on n'est pas formé à ce switch-là. Mmh. Ça demande un changement en fait de paradigme dans la façon dont on échange l'information. Ça va pas forcément faire qu'on va être moins entendu. C'est juste qu'il faut qu'on aborde l'information différemment et qu'on aborde la transmission d'informations différemment. Donc j'y crois. Je pense qu'il y a il y a vraiment il y a un secteur entier de communication qui peut nous être très utile et qui n'est pas du marketing, qui n'est pas ces dynamiques-là et qui va être vraiment plus une dynamique de gestion de l'information et de la transmission d'informations.
Et qui va devenir clé aussi, puisque tu disais tout à l'heure que l'IA, à la fois, ça accentue l'immédiateté de l'information, mais ça accentue aussi le risque de fausses informations, voulues ou non voulues d'ailleurs, mais Complètement. forcément, le côté un petit peu qualitatif des sources ou de pouvoir sourcer l'information ou de pouvoir s'assurer de sa véracité ou de sa fiabilité, ça va devenir quand même un véritable enjeu pour limiter C'est ça. la circulation de fake news et autres. Parce qu'en santé Et publique, je les pense enjeux sont vraiment différents. ouais et tu as raison et je pense vraiment que les acteurs de santé ont un rôle, mais essentiel là-dedans, en fait. À jouer. Puisque ben oui, parce qu'on est mine de rien, on est très écoutés et on a encore la confiance des gens, malgré tout ce qu'on entend comme Mmh. discours négatifs et cetera. Par contre, les aider, en fait, de façon, bienveillante, et non pas condescendante, à aborder, ce nouvel environnement d'information en partageant aussi la difficulté que c'est pour nous, en fait. Même pour nous, c'est hyper dur aujourd'hui de trouver une information scientifique, de la recouper, d'être bien sûr, qu'on a les bonnes sources et cetera. C'est super galère. Donc le fait de partager cette difficulté-là avec eux, alors pas de dire qu'on sait pas ce qu'on dit, bien entendu, mais de voilà, de l'empathie et puis le fait que nous aussi sur des sujets qui sont pas notre expertise, eh ben on a du mal à trouver l'info et la vérifier, et cetera. Et partager ça et pouvoir avoir des discussions sur le sujet et les aider en fait à trouver leur info et à la partager avec nous pour pouvoir faire le tri. Mmh. Ça peut être une collaboration en fait, tout ça. C'est pas forcément obligé de devenir une bataille ou une opposition. Ça peut être une collaboration. Mais ça, il faut qu'on se forme et voilà, avoir la volonté de D'aller dans le même garder sens, ouais. ouais, dans l'échange, Mmh. dans l'échange Clairement, mais on aime ça. Enfin, sinon on ferait pas ces métiers-là. c'est certain. C'est des métiers qui sont profondément humains en fait. Mmh. Le métier de vétérinaire est profondément humain et il faut qu'on revienne à cette humanité en la mettant au centre. Autant de l'IA, voilà. Dans l'IA, parce qu'effectivement, comme Ah tu oui. disais à juste titre, ça reste un élément du contexte et on va pas pouvoir aller contre. Donc dans tous les cas, Non. il faut pouvoir s'en accommoder. Quel type de formation tu as suivi pour acquérir des compétences nécessaires à toutes tes nouvelles missions? Parce que finalement, donc tu as fait du journalisme, mais après, est-ce que tu as fait d'autres formations? Parce que j'ai vu que tu avais fait aussi des formations à l'international, mais est-ce qu'il y a des choses hem, que tu as fait par goût ou par nécessité justement pour acquérir des compétences supplémentaires pour exercer tes rôles au sein de l'OMSA et ensuite aujourd'hui dans ton entreprise? Alors, j'ai beaucoup appris sur le tas, Ouais, hein, voilà et puis ça, on sait bien faire nous les vétos, on très apprend en marchant. adaptable. Ah ouais, c'est clair, hein. Non, mais on est hyper agile. Hein, et je pense qu'on est sélectionné comme ça en plus. Heu, donc voilà, j'ai beaucoup appris en marchant. Après, je me suis appuyée sur des formations, notamment avec l'OMS, qui m'ont beaucoup formée, sur plein de trucs. Il y a des professionnels de com assez incroyables là-bas, et de communication des risques, donc un autre type de communication. Je me suis formée pour tout ce qui était méthodologie et pour pouvoir le transférer, l'enseigner aux autres. Voilà, je pousse de plus en plus sur tout ce qui est sciences humaines et sociales et depuis que je retravaille un peu plus en France depuis 2 ans, je sentais le besoin. J'ai très envie de repartir en académique à un moment, enfin donc d'avoir un PhD, de repartir sur une thèse d'université. Et donc j'ai commencé un parcours en éthique. D'accord. Voilà, en éthique de la santé, à l'école de médecine de Paris-Saclay et c'est passionnant parce que en fait, ça met en perspective beaucoup des choses, qu'on fait, beaucoup des décisions qu'on prend en médecine, et quand tu l'appliques au monde de l'information, c'est très, 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 très intéressant. Donc voilà, donc je te tiendrai au courant si tu veux de mes mémoires et de ma thèse, voilà, ça va être très riche, et est-ce que tu veux qu'on parle un tout petit peu du livre blanc avant de Mais clôturer? tout Parce à que je vois fait. l'heure. Alors, juste avant Ouais. qu'on en parle, je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu as créé Olilo et qu'est-ce que ça signifie concrètement, cette espèce de baseline Bridging for Health. Ah! Parce que c'est Et bah, créer intéressant du lien. aussi de créer du lien, créer des ponts finalement entre les sciences, les humains, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où est venue cette idée et comment se matérialise aujourd'hui ton projet perso de d'entreprise, tout simplement, puisque après, autrice, journaliste, vétérinaire, il y a l'entrepreneur maintenant.
L'entrepreneur, elle est un peu au service de tous les autres, de toutes les autres. En fait, le positionnement que j'ai pris en sortant de mon poste de direction de communication, notamment pendant la Covid, c'était d'avoir en fait un peu de faire la directrice de communication externe. Ou en tout cas cette notion de gestion de projet de haut niveau de communication ou de formation sur le sujet externe à des organisations. Ce qui fait que quand tu es dans des grosses organisations comme les organisations internationales, c'est pas toujours facile de tout gérer en interne parce qu'ils sont bien pressurés. Mais d'avoir quelqu'un comme moi à l'extérieur et comme ma société à l'extérieur qui prend en main un projet et qui va sourcer les bons experts, va aller mettre en place la dynamique en connaissant comment ça fonctionne en interne pour pouvoir aider à huiler les rouages ou en tout cas à produire dans le cadre de ce qui se fait, ce qui permet de faire passer les dossiers, de faire passer les différentes étapes quand tu organises une formation par exemple ou ce genre de choses. C'est hyper important donc d'avoir quelque chose d'adapté. Donc ça c'était l'idée, enfin c'est l'idée. Quand je dis que l'entrepreneuse est au service des autres, c'est que j'ai souhaité rester dans une petite entreprise pour justement pouvoir être très adaptable aux projets qu'on me confie. On est 5, sachant que moi je suis la seule salariée, mais je travaille avec des freelances, mais voilà, on est 5 à travailler très régulièrement ensemble. D'accord. Ça va de graphiste à expert en création d'exercices de simulation, voilà. Des profils bien variés, mais qui vont répondre chacun à un degré différent de l'objectif. OK. Exactement. Olilo est vraiment au service de ça, d'aller créer soit du conseil, soit de la formation sur ces thématiques-là. Et après, Olilo porte aussi la newsletter qui, elle, à un autre niveau, diffuse différemment. Voilà. Mmh. Donc non, mon projet d'entreprise, il est aligné avec ce que je suis. Donc c'est comment est-ce qu'on accompagne les services de santé pour qu'ils gèrent mieux, en tout cas qu'ils navigue de façon plus fluide dans ce nouvel environnement d'information, qui s'y adapte pour garder du lien et continuer à avoir du lien entre les services de santé et puis les usagers du service de santé. Et pourquoi Bridging for Health, c'est que tout ça passe par créer du lien aussi entre les différents silos qui existent encore dans nos systèmes de santé, qu'ils soient animal ou humain. Il y a énormément. En fait, ce qui est complètement fou, c'est qu'on est dans un environnement d'information qui a fait exploser tous les silos. Et nous, on est encore dans des systèmes qui sont très organisés par discipline, bien sectorisés, tout le monde au bon endroit, et puis chacun a son vocabulaire, et etc. Sauf que en face, on a des IA qui agrègent tout, on a un environnement d'information qui permet d'avoir accès à tout type d'informations, et ça crée un fossé en fait qu'il faut arriver à combler d'une façon ou d'une autre, et voilà. Super. Tu disais tout à l'heure que tu étais persuadée que les vétos avaient une légitimité particulière dans les enjeux One Health. Quelles sont les erreurs que toi tu vois le plus souvent dans leur communication justement? Alors, je vais répondre pas seulement pour les vétérinaires, mais je pense pour tout acteur de santé, tout professionnel de santé, on va dire. Je crois qu'on a tendance à oublier qu'on est formaté. Notre propre formatage. C'est dans nos ADN. C'est dans nos ADN, voilà. Ça y est. Mais non, mais on oublie, par exemple, je te donne un exemple typique, mais c'est pas que les vétos ou que les médecins, c'est la même chose pour tout scientifique. Les gens ne comprennent pas pourquoi les gens ne font pas confiance en la science. Mais comment tu peux ne pas? Pourquoi remettre en question le principe de vaccination? Pourquoi on a du mal à comprendre. Tout simplement parce qu'en fait, nous, on a plein de mécanismes qui se sont mis en place qui nous justifient la vaccination ou et je suis pas du tout contre, donc j'en fais partie. Sauf qu'on oublie que tout le monde n'a pas toutes ces cases, toutes ces étapes qui amènent à la conclusion. Tout le monde ne les a pas, et ça veut pas dire qu'ils sont bêtes.
hein. Non, c'est qu'en tout cas, le processus a été différent. Nous, c'est comme une forme Exactement. d'acceptation parce qu'on a été, formés, conditionnés et qu'on a tacitement ou activement, accepté ça et qu'en tout cas, on est persuadés de la véracité de ce qu'on dit, mais que les gens qui pensent différemment, n'ont pas forcément tort, ou raison, mais en tout cas, ils n'ont pas fait ce processus-là. Oui, et c'est plutôt les mécanismes, c'est pas, tu vois, c'est les mécanismes en fait qui t'amènent à une conclusion. Mmh. Et nous, en fait, ça se fait très rapidement parce qu'on a oublié, c'est devenu intuitif en fait. On a oublié qu'il y a plein d'étapes. Il y a plein de questions qui peuvent se poser et ça nous semble complètement aberrant quand on entend ces questions après et ça nous fait tomber notre chaise des fois et en fait on n'est pas préparé à répondre à ça. Mmh. Donc la première des choses, c'est de se rendre compte que nous-mêmes, en fait, il y a des choses qu'on prend pour acquises et pour évidentes et qui ne le sont pas forcément. Et quand tu te dis ça, déjà, c'est pas une histoire de qui a raison ou qui a tort. Parce Bien que sûr. moi, je suis persuadée qu'on a raison de vacciner. Tu vois, c'est pas le En problème. même temps, pour des scientifiques, ça serait une position le contraire serait une position assez difficilement défendable. Mais Ah non, mais tu sais qu'il y encore a que plein oui, de, il y en a, oui, il y en a certains attends, qui non, font le chemin c'est inverse. pas, C'est vrai, c'est vrai, c'est ouais, vrai. voilà, c'est assez, Et c'est pas mais si rare, malheureusement, parce que du coup, ça complexifie encore plus, je pense pour, le grand public, ça complexifie sûrement encore plus la compréhension. Parce que la communauté scientifique, soit elle-même agitée par, des débats, aussi importants, ça doit aussi, et que être perturbant. et en fait, il faut prendre conscience que ces débats maintenant, ils sont sur la place publique, ils En sont pas plus. cachés. Mmh. Voilà. Et que ça joue sur la confiance et que du coup, tu ne peux pas le mettre un paravent devant. Ouais. Tu es obligé de dire ah bah oui, je sais, il y a bidule qui voilà. Mais ça oblige à revoir la façon dont tu communiques avec les gens Mmh. parce que ils vont pas comprendre sinon. Enfin, et c'est complètement normal, on peut pas leur en vouloir. Donc déjà, nous d'avoir en fait en tête cette compréhension de notre propre fonctionnement et des raccourcis qu'on fait en fait. On a raison de les faire, c'est intuitif, c'est ancré en nous, etc. Mais ce n'est pas parce que nous on a appris à les faire au fur et à mesure de notre parcours que c'est partagé par tout le monde. Donc Mmh. déjà, si tu arrives à te dire ça, tu te désancres le truc qui vient de la condescendance qu'il peut y avoir Quand on devant des s'informe, questions ouais. qui sont un peu bizarres pour notre cerveau. Mais en fait, pour les gens en face, c'est très Légitime, clair. de Voilà, se très poser cette légitime. question. Et c'est pour ça que j'aime pas beaucoup. Autant on parle beaucoup oui, il faut développer l'esprit critique. Moi, j'ai tendance à dire, il faut mieux former sur la science parce que l'esprit critique, en fait, il y a plein de gens qui ont l'esprit critique et qui, au final, sont complotistes. Oui, Mais parce que, en fait, ils critiquent. critique tout par essence. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, l'esprit critique, c'est censé être une prise de hauteur, la conscience de ses biais, etc., machin. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Mais ça peut être enfin, l'expression en elle-même, moi, me semble un peu glissante. Ouais. Voilà. Donc, je préfère le présenter différemment, même si je suis complètement d'accord avec le sujet. Mais donc, c'est accompagner les gens, en fait, passer dans un état d'esprit d'accompagnement, En se mettant peut-être un peu plutôt que plus à leur place, en fait. C'est ce que tu dis, c'est que exactement. nous, on fasse moins les raccourcis et qu'on prenne le temps de se dire que peut-être eux, ils ont besoin d'un cheminement avec plus d'étapes pour arriver à la conclusion à laquelle nous, on est arrivés. Oui, parce que, ils ont pas les 20 ans d'études derrière et ça ne veut pas dire que et ce qui est très important à avoir en tête, c'est que, le fait aujourd'hui ne suffit pas, en fait. Oui. Énoncer un fait, ça a jamais vraiment suffi, en fait. Mais ce qui faisait que ça fonctionnait, c'est que Mmh. tout le monde n'avait pas accès à d'autres informations, que, il y avait une dépendance, en fait, par rapport à la lecture scientifique, par rapport à la compréhension scientifique. Il y avait une dépendance par rapport aux sachants, enfin, qu'ils soient vétérinaires ou médecins, et que celle-ci est remise en question aujourd'hui. Mais en fait, en soi, on n'y peut rien et ça ne peut faire que du mal de s'opposer à ça ou de vouloir Ouais, rétropédaler ou de dire aux gens: «Faites-moi confiance». Enfin, ça bien marche sûr. pas. Ça marche en fait, il faut, ça marche pas avec les enfants, donc je vois pas pourquoi ça Ça marcherait marcherait avec avec l'adulte, c'est sûr. avec le popi voilà, mais on a du mal à s'en souvenir et se mettre tu l'as dit, mais je pense que ça, c'est le deuxième point. Donc le premier point, c'est de se comprendre aussi et d'arriver à nous-mêmes prendre de la distance par rapport à la façon dont on réagit par rapport à ça. Ça permet de remettre un peu de s'apaiser et puis de repasser dans une dynamique bienveillante qui est
des fois très facile à perdre parce que c'est quand même très agaçant sur pas mal de points. Et la deuxième dynamique, c'est se mettre dans les chaussures de l'autre. C'est pas toujours très confortable, mais c'est essentiel en communication. Et donc la personne qui est en face de vous, elle a besoin de quelque chose. Et c'est un humain. Et c'est là où je te dis que le métier, et moi c'est un truc dont je me suis rendu compte tout de suite. Et je le dis souvent. Moi, je suis sortie d'école, je suis arrivée en pratique, et on avait oublié de me prévenir que à côté de l'animal, il y avait son propriétaire avec 2 pattes, et ça s'appelait un humain. Et que c'était avec l'humain qu'il allait falloir que je gère pour que l'animal soit soigné. D'accord. Donc bon, en l'occurrence, l'animal il était gros en plus chez moi, mais avec les chevaux. Mais c'est vrai que c'est hyper important en fait qu'on remette l'humain au centre dans cet échange-là, et c'est pas un mal nécessaire en fait. C'est vraiment donc comprendre l'humain est quelque chose qui est quasiment aussi important aujourd'hui que comprendre l'animal. C'est sûr. Les réactions de l'animal. Alors pour toucher largement, tu l'as dit, il faut des formats agiles, accessibles, réguliers. On a parlé de la newsletter, mais ça y est, on y est. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre blanc sur la mésinformation et la santé des femmes qui a marqué cette année 2025 ? Pourquoi ce sujet ? Quel était ce projet ? Comment il a abouti ? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, avec plaisir. En fait, donc toujours dans le même état d'esprit, quand il y a 1 an et demi, j'ai décidé de revenir bosser un peu plus en France, enfin de me consacrer un peu plus à ce qui se passe à côté de chez moi. Je fais partie depuis 4 ou 5 ans d'un collectif qui s'appelle Femmes de Santé. Donc c'est 2700 femmes et hommes, mais essentiellement des femmes qui travaillent dans le secteur de la santé, qui viennent de tous les milieux, de tous les aspects de la santé. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est très interdisciplinaire, très intersectoriel. On rencontre plein de profils différents. On peut échanger sur plein de thématiques et en même temps, l'idée c'est de participer à la mise en place d'un système de santé plus équitable par ce qu'on appelle la fameuse sororité et l'interdisciplinarité. Donc je faisais partie du comité scientifique de ça et éthique de ça. Enfin, je fais partie. Et l'année dernière, on réfléchissait à comment dynamiser. Et donc j'ai mis en place un groupe de travail sur mon expertise pour à la base la partager avec des acteurs de santé, toujours un peu la même notion, voilà, la même démarche que la newsletter. Comme quoi, je suis quand même assez assez butée dans mon idée. Le même objectif, mais plusieurs moyens pour l'atteindre. C'est ça. Ça reste cohérent. C'est ça. Je suis très alignée en fait. Je me rends compte, c'est bien. Même si le parcours a l'air un peu étrange, en fait. En tout cas, c'est aligné. Le sujet de cette année de femmes de santé, c'était la santé des femmes. Et donc du coup, je me suis mise à travailler avec 16 femmes qui venaient de tous les secteurs, encore une fois, totalement bénévolement. On a lancé ça en début 2025 et on s'était dit, à la fin de l'année, si on peut, on sortira un livre blanc. Sauf que Trump, tout ce qui s'est passé grosse sur la actualité, science, etc. Grosse actu, colloque du ministère de la Santé en avril ou mai, je sais plus, sur la désinformation en santé et l'obscurantisme, mission ministérielle sur la désinformation en santé, etc., etc. Et donc nous, à côté de ça, on continue notre petite bonhomme de chemin avec notre groupe de travail. Et puis, les filles se sont motivées. Donc on a commencé à faire une revue de littérature scientifique, on a commencé à faire des interviews d'experts, on a commencé à faire des mappings d'acteurs. Et le 2 décembre, on a publié donc un livre blanc sur la mésinformation en santé, défis collectifs et enjeux majeurs pour la santé des femmes. Donc c'est un document de 84 pages qui est facilement accessible sur le site du collectif. Il suffit de mettre son email. Oui, on mettra le lien dans les commentaires. Voilà. Et où on aborde en fait la problématique de la mésinformation en santé. Alors on l'aborde de façon générale et on l'applique à la santé des femmes parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Et puis ça va bien avec le nom du collectif. Et donc on regarde vraiment cette notion d'environnement d'information. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la mésinformation non seulement est créée et pas seulement pour désinformer, mais elle se crée tous les jours, même
de façon bienveillante entre guillemets. Quelles sont les dynamiques qui sont derrière, qu'elles soient commerciales, parce qu'il y a des grosses dynamiques commerciales, qu'elles soient du fait de la législation en place ou pas, qu'elles soient d'accessibilité de l'information. Est-ce qu'on peut y accéder en ligne? Est-ce qu'on a la littératie digitale nécessaire? Qu'elles soient en termes d'adaptation. Adaptation au public. Est-ce que tout le monde ne peut pas comprendre des textes sans images ou voilà. Enfin, donc ça c'est des formats de communication. Et puis qu'elle soit disponible cette information scientifique. Et quand tu parles de santé des femmes, il nous manque encore beaucoup d'informations sur la santé des femmes pour de très bonnes raisons à la base. Enfin, de très bonnes raisons. Parce qu'un choix avait été fait de préserver le potentiel fœtus dans l'utérus de la femme, etc., et que donc elle participait pas à plein de recherches en santé, et que du coup, de fait, mais bon, ça c'est pour le côté femme. Et donc du coup, ce livre blanc propose non seulement ce panorama de pourquoi, comment, les dynamiques qui sont en place, et va jusqu'à des recommandations. Recommandations qu'on a imaginées en fait en se projetant, en se disant qu'est-ce qu'on veut demain pour le monde de l'information sur la santé. La santé des femmes. Voilà, de façon générale. Et appliquée à la santé des femmes, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on dit dans ce livre blanc qui sont pas que santé des femmes, qui peuvent être très bien santé des hommes. Il y a pas de, on présente les dynamiques et on l'applique à un exemple. Voilà. Donc oui, le titre, mais on le dit tout de suite, ça peut être complètement appliqué à la santé des hommes. C'est vraiment l'idée d'environnement d'information et des différentes dynamiques qui sont en jeu. Et donc les recommandations sont avec une projection de qu'est-ce qu'on veut demain. Il y a 7 recommandations systémiques qui pour avoir un environnement d'information plus sain, et ça passe par un observatoire à la fois des bonnes pratiques de communication, de santé publique, et aussi un observatoire qui permette de détecter les questions et les vides d'information de façon assez fine au niveau des communautés, enfin ou des localités ou des. Quand je parle de communauté, c'est des groupes, on va dire, d'intérêt. Communauté vétérinaire est une communauté. Ce genre de choses, de mettre en place un soutien à tous les scientifiques ou tous les acteurs de santé qui vulgarisent la santé, qui le font bien, mais qui sont obligés d'adopter des modèles rémunérateurs pour pouvoir se payer sur leur temps. Parce que quand tu es par exemple urgentiste et que tu prends de ton temps pour aller faire du TikTok ou pour aller faire de l'Instagram, le temps que tu passes à ça, c'est soit sur tes soirées et tes nuits, c'est ça. soit sur ton métier. Et dans les deux cas, c'est pas viable. Voilà. Donc il y a un moment que ces gens soient reconnus, qu'ils soient soutenus. Ça marche pour le monde de santé humaine, mais aussi pour le monde de la santé animale. C'est un métier en fait. C'est ça, c'est une activité professionnelle à part entière. Exactement. Ouais, tout à fait. Même si elle n'est pas pratiquée à temps plein. Exactement. Et après, on a décliné en fait pour chaque type d'acteur, chaque grande catégorie d'acteurs. Donc ça va de des pouvoirs publics aux professionnels de santé, là, en l'occurrence, t'as les acteurs du bien-être. Tu sais, tout ce qui est industrie du bien-être, qui est une grosse source malheureusement aujourd'hui d'informations, on va dire un peu tangentes, pour être politiquement correct. C'est ça. Le grand public, on a fait des recommandations pour tout ce qui est académie, éducation nationale, etc. Et c'est vraiment ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que on a comme on a un abord de bénévoles interdisciplinaires, regard de femmes de santé, d'actrices de santé qui viennent. On en avait de l'industrie, on en avait de la recherche, on en avait des professeurs, on avait des médecins, enfin tu vois, voilà, une vétérinaire qui coordonnait. Non, elles ont été extraordinaires parce que vraiment elles ont suivi, elles ont amplifié ce que j'impulsais comme idée, donc c'est très très chouette. Mais du coup, ça donne un document qui donne vraiment un panorama avec plein de pistes, et qui prend un abord systémique qu'on ne voit pas trop en France. On voit un peu plus à l'international maintenant, mais qu'on voit pas encore trop en France. Alors, en tout cas, c'est le retour qu'on nous en fait, parce que ça fait pas mal de bruit depuis le 2 décembre, et ça commence toujours par waouh, c'est un énorme boulot. C'est bien de le reconnaître. Ouais, non, c'est chouette. Voilà, ça présente plein de pistes de solutions qu'on espère voir saisies par les différents acteurs.
de la santé. Voilà, dont les vétérinaires, donc avec grand plaisir pour le présenter plus en détail s'il y a besoin. Super. Est-ce que ton engagement avec Femmes de Santé ou Vox Femina, on peut dire que ça s'inscrit dans une vision un peu militante de la communication ou ça va pas jusque-là? Non, 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 c'est, alors ce qui est sûr, c'est que, il y a des dynamiques, hein, la place de la femme dans la société est un peu, compliquée, hein, tu vois, moi j'ai 45 ans, oui, je me rends compte de certains, mouvements qui se mettent en place, enfin, la façon de regarder, la façon de considérer, la façon Mmh. de voilà. La question du féminisme, c'est toujours une question compliquée. Je pense que tout le monde est un peu féministe. Enfin, Mmh. on peut être que un peu féministe Bien quelque sûr. part. Tu vois, il y a pas de. Non, je trouve que moi, si je milite pour quelque chose, c'est pour avoir une notion de communication et d'information en santé publique qui soit déconnectée de communication corporate, qui soit déconnectée de toutes les dynamiques de marketing, etc. Pour vraiment aider les gens à mieux s'orienter dans l'environnement d'information. En fait, Mmh. je pars du principe que tant qu'on donne pas aux gens les clés pour pouvoir s'orienter là-dedans, on ne réglera pas le problème. Certains nous traitent d'utopistes. Non, moi je crois en mon voisin et ma voisine. Mmh. Je pense Bien que sûr. tout le monde peut, mais ça demande un effort et ça demande d'aller approcher ces dynamiques-là de façon ouais, un peu dans le dur et dans la profondeur. Mais ça prend du temps. Voilà. Et Il faut on y garder arrivera. l'objectif, c'est bien, faut garder le cap. Ouais, écoute, je pars du principe que si tu pas un peu utopique, enfin c'est pas moi qui dis que je suis utopique, hein. Pour moi, C'est voilà, de mais l'optimisme mais légitime. bah non, mais voilà, je sais pas, si on regarde la société en se disant que l'autre est bête ou l'autre est pas Ah, intelligent c'est ou que sûr que enfin pour ça moi fait ça pas une base me solide pour faire avancer les choses. C'est une évidence. non, 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 ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est mon choix, c'est mon biais, tu vois? Mais je l'assume et j'espère le garder longtemps. Mais je le partage en tout cas. Alors avant de conclure, je voudrais qu'on revienne juste, 1 minute sur, ta formation de veto et la façon dont elle t'est utile aujourd'hui. Avec le recul, quelles compétences, que tu as acquis pendant tes études, t'ont le plus servi en dehors du terrain, dans tes postes, qui ont suivi, la pratique? Hem, la capacité d'adaptation à la situation, Ouais. et de rebondir en fonction de ce qui se présente. Les situations sont pas toujours parfaites, donc capacité d'adaptation, ce que je te disais, hein, la notion transversale, heu et d'être, d'avoir vraiment de voir on voit plein d'espaces, on est obligé de s'adapter à de différentes, différents points de vue, différentes entrées, donc ça pour moi ça a été très, très bénéfique, et puis cette dynamique de rigueur malgré une situation qui, parfois est très complexe à gérer. Donc ouais, cette adaptabilité, agilité, transversalité, d'une certaine façon, mais en gardant de la rigueur et avec un objectif, c'est que les choses se fassent. Voilà. Et ça, bah, c'est pas ancré dans tout le monde, je crois. Mmh. Et nous, et ça fait partie des choses aussi où des fois, c'est pour ça que je parlais un peu de travers, c'est qu'on peut se laisser rattraper par ça. C'est que comme, nous, notre objectif, c'est que les choses se fassent, qu'on soigne, c'est Mmh. qu'on, guérisse, c'est qu'on, Résultat? voilà. Le résultat, on est Mmh. très orienté résultat, ce qui est très intéressant et très efficace, mais ce qui, des fois, fait négliger le chemin pour obtenir le résultat. Mmh. Et alors que, quand tu es en monde d'entreprise ou dans une grosse organisation, c'est le chemin qui compte plus que le résultat. Ouais. Enfin, d'une certaine façon, Oui, oui, voilà. oui, Pas je comprends aussi noir cette, et blanc que ça, hein, mais tu as non. compris ce que je veux dire. Mmh. Et c'est vrai comme on va très vite souvent, on va très vite dans le sens où, on est habitué, on est intuitif, on réfléchit vite, voilà. Heu, on peut laisser, certaines personnes sur le carreau, en tout cas, voilà, on peut aller trop vite, en fait, dans notre, recherche du résultat. Et ça peut être délétère, en fait, dans une
dans des situations où on est moins seul et on doit embarquer des équipes. Ouais, bien sûr. Donc il y a ça et ouais, je pense que c'est vraiment un des points auxquels il faut faire super attention. Le chemin plutôt que le résultat. Ouais. Et puis ne pas essayer de tout faire seul. On est très fort à ça. Mais je suis pas un bon exemple, parce que j'ai tendance à être hyper polyvalente. Donc c'est savoir aussi un peu Savoir s'entourer, déléguer, collaborer. déléguer, revoir un peu à la baisse aussi son niveau d'exigence des fois, parce qu'on est très exigeant avec les autres et avec nous-mêmes. Tu le mets dans l'autre sens, avec nous-mêmes et avec les autres du coup. C'est Donc vrai. voilà, je fais pas une généralité de mon cas, mais voilà, je vois les profils qui sont autour de moi de vétérinaires, on est tous un peu dans le même genre, donc je pense qu'on est un peu formaté là-dessus aussi, quoi. Et parce que en fait, on est seul et à devoir gérer quand t'es en face de l'animal, etc. Sauf être dans des cliniques avec un gros staff, t'es souvent seul, donc voilà, faire attention à ces deux choses-là. C'est possible de s'entourer, mais pour pouvoir s'entourer, il faut aussi se mettre, privilégier le chemin Oui. et pas seulement le résultat. Et du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de vétérinaires qui disent encore que la communication, c'est pas leur métier, hein. Voilà, parce que le cœur de métier, ça reste le soin, en tout cas dans la pensée collective. Si tu devais donner un conseil concret aux vétos pour mieux communiquer aujourd'hui, tu penses que ça serait lequel en priorité? Parce que finalement, comme on en a parlé tout à l'heure, ça reste un élément contextuel. Voilà, il faut faire avec ça. On a besoin de communiquer si on veut que et de bien communiquer si on veut que les messages passent et que la profession garde la main sur les informations fiables et puisse finalement faire entendre sa voix au milieu de toutes ces autres voix plus ou moins fiables qu'on trouve partout. Donc, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu pourrais donner aux vétos justement pour mieux communiquer aujourd'hui auprès de leurs propriétaires? Oui, le premier des conseils, c'est de considérer la communication comme la mise en place d'une collaboration et donner un rôle actif à l'autre, non pas comme une communication descendante, non pas seulement comme de l'information, mais comme la mise en place d'un partenariat avec un partenariat de soins pour l'animal. Ça change déjà pas mal les choses. Prendre le temps d'écouter et d'écouter même si les questions semblent bizarres, mais d'y répondre aux questions, parce que si la question vous répondez à côté avec des faits ou Faut avec qu'elle des reste en études suspens statistiques, finalement, ouais. elle reste. Et donc ils iront chercher la solution sur les réseaux sociaux Et là, ils auront pas ou là sur les forcément la forums. bonne info, ouais. Exactement. Donc ouais, c'est ces deux-là et en dernier, mais je pense que c'est quand même assez central, savoir dire quand vous avez une question un peu bizarre, vous avez un truc, vous savez pas trop, savoir dire: ça je vais vérifier, je reviens vers vous». Et cette notion de c'est OK de dire que vous savez pas tout, parce que en fait personne ne sait tout et c'est même rassurant pour les gens parfois. Et on a tendance à combler le vide ou à rejeter, à le mettre un peu de côté. Non mais ça vous en inquiétez pas. Considérer toute information qui n'est pas donnée ou qui est mise de côté ou qui est un peu dénigrée en fait ou qui peut être ressentie comme du dénigrement, comme une potentielle brèche pour de la désinformation ou de la mésinformation, qui au final sera problématique pour vous quoi et pour la santé de l'animal. Bah, c'est super. Ça fait déjà des belles perspectives. C'est vrai que quand on prend les choses avec un angle différent, ça permet aussi de solutionner pas mal de situations qui peuvent poser problème. Catherine, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et dont tu aurais eu envie de nous parler spécifiquement? Non, je Non, pense on a qu'on fait le a tour? parlé de beaucoup de Non, choses. mais c'était pour être sûr de rien oublier. Non, non. Ça va. OK, super. Je pense qu'en 1 heure et demie, là, si On est bien. j'espère que vous allez couper. T'inquiète, des t'inquiète, choses. c'est super intéressant. Alors, pour finir, je te propose un petit questionnaire veto taquet. Le D'accord. principe, c'est de répondre vraiment du tac au tac, ce qui te vient à l'esprit en premier. Alors, par exemple, Alors, je suis absolument nulle pour ce truc-là. c'est très Je bien t'explique comme ça. pourquoi. Non, mais je t'explique pourquoi. C'est parce que au CP,
non, c'était pas c'était au CM2. J'avais Monsieur Redouté comme prof et il nous faisait passer au tableau pour les tables de multiplication. Ah oui. J'ai jamais su mes tables de multiplication. J'ai été traumatisée à vie. Traumatisée. Bon, alors, on va essayer de conjurer le sort avec quelque chose qui est beaucoup plus dans ton univers et beaucoup moins compliqué entre guillemets que s'exposer au regard des autres sur les tables de multiplication. Donc, à ton avis, désinformation en santé, phénomène nouveau ou vieux travers humain? Un vieux travers humain amplifié par le contexte actuel, les réseaux sociaux, Internet, etc. Et l'accès à l'information, qui est génial, mais problématique. Ok. Le média le plus dangereux pour la mésinformation aujourd'hui? L'IA, Ok. c'est le plus révolutionnaire et en même temps le plus dangereux parce qu'il joue sur notre cerveau et il a l'air mais tellement compatissant, tellement sympa et tellement juste qu'il est très dangereux. One Health, un concept à la mode ou une nécessité vitale à long terme? Ce n'est pas un concept en fait. C'est notre vie, One Health. Très Donc bien. c'est essentiel. Super. La compétence vétérinaire la plus sous-estimée selon toi? Notre capacité de décision et la façon dont on l'assume. On est capable d'avoir vraiment une démarche diagnostique et une prise de décision très rapide sur de nombreux sujets, avec un engagement sur la décision et vraiment portage de décision qui en fait n'est pas anodin. Je pense que ça vient aussi beaucoup du fait qu'on gère la vie et la mort et qu'on est les seuls à pousser la seringue. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on n'identifie pas. Et pourtant, c'est tellement important en entreprise. Ça fait partie des caractéristiques de leader, mais voilà, il faut savoir ne pas oublier le chemin. Et donc embarquer les autres. Mais par contre, on a cette capacité-là et ça, il faut vraiment jamais le négliger. Et enfin, est-ce que tu as une maxime, un mantra ou une petite phrase qui t'anime, qui te motive ou qui te définit au quotidien? Elle peut remonter au CM2, il y a pas de souci. Tout est acceptable. Non, j'ai mes clés devant moi, donc ça va être don't give up, ne jamais lâcher l'affaire, jamais se laisser voilà abattre, ni par les autres ni par soi-même. Mais j'ai envie de t'en donner une autre, si je peux t'en donner une autre. Bien sûr, au contraire, avec plaisir. C'est le nom d'une BD, mais je la trouve géniale. Faut pas prendre les cons pour les gens. Excellent. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est rigolo. Les cons il y a des cons, ok, mais c'est pas les gens. Donc restons positifs avec nos concitoyens. Très bonne conclusion. Ouais, qui en plus finalement reflète assez bien tout ce que tu nous as dit sur l'importance de la communication, le rapport avec l'autre, se mettre à sa place, etc. En tout cas, je te remercie infiniment pour cet échange super intéressant qui a apporté un éclairage à la fois limpide et à la fois nouveau, je pense, pour certains d'entre nous qui n'ont pas forcément toute la visibilité sur ces enjeux et qui pour autant vont y être confrontés à un moment ou à un autre parce que ça fait partie de l'évolution de notre profession. Donc merci pour ça. Et je voulais souhaiter une très belle journée à nos auditeurs où qu'ils se trouvent. Alors ça peut être dans leur voiture, ça peut être en pause, ça peut être ailleurs et vous donner rendez-vous très bientôt sur Veto Micro. Merci beaucoup Catherine. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.